Bonjour et bienvenue à tous. On va encore faire monter un petit peu la température puisqu'on va parler d'un âge incandescent tous ensemble. Bienvenue à tous les trois. Les présentations ont été faites. Zineb, vous avez écrit Barbès, la cité des enfants perdus. Peut-être avant de rentrer dans ce grand reportage qui a été publié dans les pages du magazine Le Monde, peut-être vous pourriez nous dire quelques mots sur comment vous vous êtes retrouvé embarqué dans cette grande histoire qui vous a occupé un long moment, je crois. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Barbès, la cité des enfants perdus, c'est donc un reportage qui est paru dans le magazine du Monde en mars dernier. C'est un reportage sur lequel j'ai travaillé plusieurs mois, d'août 2020 à janvier 2020, à la Goutte d'Or à Paris, dans le 18e arrondissement, où un groupe de jeunes mineurs isolés d'origine marocaine a élu domicile il y a quelques années, en 2016. Donc c'est des enfants, des adolescents qui ont entre 10 et 18, 19 ans, parfois 20. Donc qui occupent 2-3 rues dans le quartier depuis 4 ans. Donc c'est pas le même groupe, c'est des groupes successifs qui arrivent. Et depuis à peu près un an, à ce groupe de garçons s'est greffé un groupe de filles, d'adolescentes qui ont entre 12 et 18 ans. Elles sont une dizaine. C'est des jeunes Françaises, la plupart sont hébergées en foyer ou prises en charge par des familles d'accueil. C'est des jeunes fugueuses. Et l'idée a germé, en fait, l'idée, c'était de faire une immersion, de passer du temps avec eux. Ça a été beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais au départ. Donc on va revenir dessus. Et le reportage revenait sur ces quelques mois passés avec eux dans 3 rues dans le 18e arrondissement. Merci. On est donc dans un espace de réalité, dans la réalité la plus dure aussi, une réalité absolument crue, immédiate et directe. Et pourtant, c'est aussi un espace de fiction. On le verra parce que ces jeunes se racontent, quand ces jeunes se racontent, le récit qu'ils font de leur propre vie est souvent teinté d'une grande part de fiction. Je me tourne vers vous, Simon et Capucine. Johannin, Simon, vous avez commencé en publiant L'été des Charognes à partir d'une série de photographies de Capucine, je crois. Ensuite, Nino dans la nuit, écrit à 4 mains. Et puis, dernièrement, Nous sommes des êtres chers, recueil de poésie. On est dans la fiction, mais une fiction qui, je crois, est teintée de réalité, puisque c'est votre vie, vos proches et votre propre jeunesse qui inspire votre fiction. Donc, adolescence, zone de fiction et de friction aussi, puisque on va le voir dans ces deux récits qui sont a priori donc pas du tout du même ordre et ni de la même forme. Il y a cet intercroisement perpétuel entre aussi la projection et la réalité. Vous travaillez ensemble depuis presque 10 ans, je crois, et j'ai lu quelque part que vous dites vous-même que vous avez commencé à travailler ensemble à la fin de l'adolescence. Qu'est-ce que vous avez emporté avec vous dans cette collaboration de cette époque qui est à la fois objet de nostalgie et de symbolisme très fort? Je pense que rétrospectivement maintenant, je pense qu'on dit plus qu'on a commencé à travailler à la fin de l'enfance qu'à la fin de l'adolescence, et on a fait durer l'adolescence très longtemps du fait de l'avoir traversé ensemble, et on a même parfois du mal à s'en détacher encore aujourd'hui, mais c'est vrai en tout cas dans les textes, on a gardé un certain romantisme face aux affres de l'existence, je dirais. Voilà, une manière de poétiser, de fictionnaliser les duretés de la vie pour pouvoir en faire quelque chose de, sinon de merveilleux, au moins de sympa à raconter, tout simplement.
Et je pense que dans l'enfance, enfin, ce qu'on a du mal à quitter, et Nino, ça parle aussi beaucoup de ça, c'est que dans nos sociétés, le passage à l'âge adulte, c'est devenir responsable, et devenir responsable, c'est rentrer dans des quotidiens très métro-boulot-dodo. Et les personnages de Nino, ils sont dans un refus de ces modes de vie-là, et en même temps, ils savent pas trop comment exister aujourd'hui dans un pays comme la France, en refusant de s'insérer de cette façon, tout en refusant aussi d'aller vivre dans le Larzac et de fonder une communauté. Enfin voilà, c'est comment être dans la société sans... Ouais. Vous parlez de refus, et je crois que c'est un mot qui est très important et qui est très propre à cet âge-là. Peut-être, qu'est-ce que refusent ces jeunes femmes qui se retrouvent à la rue, ou qu'est-ce qu'elles convoitent, enfin, qu'est-ce qui les pousse à parfois choisir, parce que certaines d'entre elles choisissent, si on peut dire ça comme ça, ces vies-là? Ces jeunes filles, alors, je ne sais pas très bien ce qu'elles refusent. Ce qu'elles refusent, c'est un quotidien, alors tu disais métro, boulot, dodo, dans leur projection de vie, dans ce qu'elles racontent de ce qu'elles veulent faire quand elles seront grandes. Il n'y a effectivement pas du tout le rêve du métro, boulot, dodo. Ce qu'elle refuse, c'est de rester dans ces foyers, dans ces familles d'accueil. Certaines ne sont ni en foyer ni en famille d'accueil d'ailleurs. Certaines vivent avec leurs parents et fuguent de façon répétée. Elles fuient très souvent. Alors ça, je ne l'ai pas su tout de suite. Je l'ai su au bout de quelques mois, et uniquement pour 3-4 d'entre elles. Celle avec qui j'ai pu nouer un lien et avoir des conversations, elle fuit très souvent de la violence. Le point commun quand même de tous ces adolescents errants à Barbès, que ce soit les garçons d'origine marocaine, parfois algérienne, et ces adolescentes, c'est souvent des foyers violents, ou pour Anna, qui est un peu le personnage principal du reportage. Elle a d'abord fui une situation qui est malheureusement assez classique et courante, qui était un harcèlement scolaire au collège. Et sa première fugue, c'était après avoir été passée à tabac au collège. Donc il y a une vidéo, ça a circulé, et ça a été sa première fugue. Et à partir de là, elle ne va jamais cesser de fuguer. Donc pour ces enfants-là, c'est d'abord fuir une situation de violence, et notamment de violence intrafamiliale. Le lien avec les parents n'est pas forcément coupé, d'ailleurs, ce que vous disiez, c'est... Le lien n'est pas forcément coupé. Au départ, dans les récits, alors ça c'est notamment vrai pour les garçons, ce qui a été très compliqué au départ, ça a été le récit. Il y a un récit très stéréotypé, donc qui est celui du départ du Maroc, où ils expliquent qu'ils sont orphelins, le voyage, la traversée, l'exil, l'arrivée à Paris. Et c'est le même récit, d'un garçon à l'autre. Au début, j'avais vraiment tout le temps la même histoire, et il a fallu plusieurs semaines avant d'avoir d'autres versions sans doute plus approchantes de ce qui s'était vraiment passé. Et puis surtout, il y a eu ce moment où certains ont commencé à me parler de leur famille, avec qui ils sont toujours en contact, puisqu'ils passent tous les jours, certains appellent leur mère, leur frère, leur sœur par WhatsApp, en vidéo, et il y a un lien qui est maintenu. C'est souvent des enfants qui continuent à envoyer de l'argent au pays, à la famille. Alors ils racontent une fiction aux parents. Ils racontent qu'ils vont bien, ils postent des photos sur les réseaux sociaux où on les voit. Alors la photo classique des garçons, mais aussi des filles, c'est vraiment une photo au pied de la Tour Eiffel, plutôt bien habillés, parce qu'ils prennent plutôt soin d'eux, même s'ils sont dehors dans des situations extrêmement compliquées, on y reviendra. Et c'est le récit qui raconte à la fois sur les réseaux sociaux, au téléphone, à leurs parents, à leur famille, et aux copains qui sont restés au pays, et qui du coup ont aussi très très envie de venir, mais ils racontent très peu la rue. Ces enfants qui vivent dans la rue depuis plusieurs années, qui refusent toute prise en charge.
voilà, je ne sais plus où... Pardon, j'ai perdu le fil. J'étais très surprise en commençant Nino dans la nuit, puisque la scène inaugurale de ce livre se passe dans un cadre qui est absolument contraire à ce qu'on imagine de la jeunesse, puisque c'est le cadre qui symbolise au plus haut point l'autorité et c'est l'armée. Enfin, donc Nino essaye de s'enrôler dans la Légion étrangère. Pourquoi avoir choisi cette ouverture qu'on ne retrouve pas dans la suite du livre, très forte, cette scène qui est à la fois comique et d'un réalisme assez frappant. Pourquoi avoir commencé par ce symbole de l'autorité et de... Ouais. Y a plusieurs raisons qui sont assez simples. C'est une idée que j'avais eue. J'ai eu une petite phase de fascination pour la Légion étrangère dans ce qu'elle permet de liberté entre d'énormes guillemets, puisque n'importe qui, sous réserve qu'on ait des papiers sur soi et qu'on soit un homme, peut tenter d'intégrer la Légion étrangère. Et en fait, ça a connecté avec un récit que notre éditeur Gérard Berabi m'a fait lire, parce que quand je lui ai parlé du projet et que j'avais cette idée, donc voilà, je ne vais pas raconter ce qui s'y passe, mais Nino s'y retrouve pour une raison particulière. Il m'a tout de suite cherché un document, un entretien qui est paru dans un livre qu'il a publié qui s'appelle La Tribu sur l'international lettriste, donc le petit groupe de jeunes gens entre 17 et 25 ans qui, autour de Guy Debord, ont été les premiers à avoir un peu ce mode de pensée qui donnera le situationnisme ensuite. Il se trouve que dedans, il y avait un mec qui s'appelait Pierre-Joël Berlet, qui est rentré, lui, dans la Légion étrangère pour les mêmes raisons que Nino. Et donc, quand je lui ai proposé mon idée dont j'étais pas sûr, il m'a sorti ce document en disant « Mec, t'as rien inventé. En 53, il y a un type du même âge qui a fait la même chose pour les mêmes raisons. Donc, voilà, tu peux y aller. » Donc ça, c'était une part. Et puis... aussi parce que ça permettait de télescoper Nino dans un univers, parce que malgré le fait qu'il soit précaire et que tous les personnages qu'on décrit soient des marginaux, il reste quand même français, avec ce que ça induit aussi comme privilège par rapport à la jeunesse d'un point de vue international. Et donc Nino se retrouve avec des jeunes types de son âge qui ont d'autres galères que les siennes, beaucoup plus compliquées. C'est-à-dire que lui vient là parce qu'il a fait une connerie, les autres viennent à la Légion pour des raisons économiques, ils sont mis en danger pour gagner de l'argent, lui il vient là parce qu'il fuit quelque chose. Et donc c'était aussi pour, malgré le fait de décrire voilà, une certaine marginalité, et une jeunesse précaire, de la mettre aussi en miroir avec d'autres situations qui sont autrement plus compliquées et que lui s'en rende compte aussi avant de faire le parcours qui est le sien. En même temps, l'armée, c'est pour beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'autres moyens d'y accéder, un symbole d'aventure, de voyage parfois. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, au nom de cette quête-là, ce que vous venez de dire, Zineb, sur pourquoi ces jeunes partent aussi, c'est les nouveaux aventuriers, en quelque sorte? C'est des nouveaux aventuriers, incontestablement. La difficulté aussi pour suivre ce groupe, donc l'idée ça a été de faire une immersion donc à la Goutte d'Or. Donc ça a été assez simple, ça a été passer du temps dans 3 rues dans le 18e arrondissement avec un groupe de jeunes. Sauf que ces jeunes sont extrêmement mobiles, ils circulent partout en Europe, à Bruxelles, aux Pays-Bas. En France, ils vont de Paris à Bordeaux, à Marseille. Donc moi, j'ai noué des liens avec un groupe, ils étaient à peu près 10, des garçons, des filles. Et si ça a duré longtemps, c'est qu'ils disparaissaient, à la fois parce qu'ils partaient de ville en ville, sans bien expliquer pourquoi, parce qu'ils avaient une mission, un boulot, parce qu'ils étaient recherchés. Passer des journées avec eux, c'est passer des... Donc on est à l'extérieur, on est dans la rue, c'est leur environnement. Ils vivent dehors, ils dorment dans les laveries, dans les tambours des laveries de la Goutte d'Or ou dans des squats autour de Paris. Et toute la journée, donc, ils sont dans ces rues et ils attendent qu'on leur donne un boulot. Alors le boulot, c'est des adultes, pas forcément des adultes du quartier, mais des adultes qui traînent dans ce quartier, qui emploient ces jeunes pour voler. Pour se prostituer. Donc ils sont là, ils attendent, et puis ils disparaissent, puis ils reviennent.
Ils disparaissent donc parce qu'ils partent, parce qu'ils fuient un proxénète ou un... Voilà. Ils disparaissent aussi parce qu'ils sont interpellés régulièrement par la police. Donc certains sont au commissariat, d'autres échouent en prison ou dans des centres fermés. Donc c'était à la fois le même groupe pendant 6 mois et c'était jamais tout à fait le même, parce qu'il y en avait toujours un ou une qui manquait, qui partait, qui revenait. Il y a des nouveaux aussi qui arrivent. Mais bon, voilà, globalement, c'était à peu près les 10 mêmes adolescents. Ce qui était très, très frappant, c'est que passer du temps avec eux, même en étant à l'extérieur, c'est être complètement coupé du monde extérieur. C'est-à-dire qu'ils sont dehors, ils sont dans ces 3 rues, mais ils sont complètement entre eux. Ils circulent en groupe, donc quasiment en meute, c'est ce que disent les policiers. C'est l'impression d'avoir affaire à une meute. Ils ne sont jamais un ou seul ou deux, ils sont tout le temps 10, 15. Et ils interagissent assez peu avec les habitants du quartier qui sont... C'était assez touchant parce que là-dessus, les habitants du quartier, elle est mitigée. Ils sont à la fois très, très exaspérés et assez bouleversés par leur situation, parce que certains sont vraiment très, 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 très jeunes. Ils sont pas agressifs. Évidemment, qui mettent le souk dans le quartier. Plus personne n'a accès à cette fameuse laverie. Ils sont tout le temps en bande. C'était le confinement, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de confinement. Ils étaient quand même dehors. Mais il y a vraiment la sensation d'être complètement ailleurs, complètement avec eux et en huis clos tout en étant dehors. Moi, je l'ai vraiment ressenti très fort. C'est-à-dire que je sortais de ces journées j'ai travaillé avec un photographe, donc on était en permanence près d'eux et on avait la même sensation, c'est-à-dire en quittant la rue, d'être à nouveau à Paris. Mais pendant tout le temps, on était dans ce groupe d'être ailleurs, d'être dans un espèce de monde parallèle, complètement, avec des codes qui leur sont propres. C'est une espèce de petite société dans la société. Vous parlez de la rue et je pense que c'est important de dire que c'est un décor qui est extrêmement important quand on parle de l'adolescence. Vous avez dit tout à l'heure, Capucine, c'est un âge avant où on refuse de s'installer. C'est vrai que peut-être l'âge adulte est caractérisé par le fait de construire, installer un foyer, de se sédentariser souvent. La rue occupe une place très importante dans votre roman Nino dans la nuit, mais aussi l'extérieur dans l'été des Charognes. Est-ce que, et d'ailleurs, pour Nino dans la nuit comme pour La Cité des enfants perdus, ça commence, passé cet épisode d'Armée, par des scènes de rue. Le décor est planté par l'extérieur. Et ce que vous dites, cet inframonde qui est à la vue de tous, mais en même temps complètement coupé du monde extérieur, c'est vraiment le lieu de la jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'importance de ce décor pour vous ? Et comment est-ce que vous l'avez mis en scène chez Nino ? Je pense que la rue est très présente pour les mêmes raisons que ce que tu disais, c'est que comme c'est une jeunesse qui est précaire, ils sont dans des petits appartements, des endroits où au final ils n'ont pas envie de s'y retrouver seuls, donc là où tu peux te retrouver, là où tu peux être avec tes amis, et puis là où tu dois circuler aussi parce que tu n'as pas de voiture, donc c'est vrai que tu es souvent à déambuler dans la rue, tu sais pas trop où tu vas, mais c'est une façon aussi de faire partie du monde et de sortir de tes petits espaces où tu peux te sentir un peu enfermé, quoi. En termes d'écriture, ça correspondait à quoi pour vous ? Est-ce que c'est le fruit d'une déambulation qui correspond à votre propre rapport à la rue ? Est-ce que... Je pense que beaucoup des idées qu'on peut avoir, c'est dans ces moments de solitude où on marche dans la rue. Et c'est vrai que nous, on habitait en banlieue parisienne. Donc au final, mais on pouvait aller à Paris à pied. Donc les trajets, c'est vrai qu'on a été très marqués par le trajet qu'on faisait pour se rendre à Paris, où on voyait vraiment la démarcation entre la banlieue et Paris. On passait sous un tunnel qui était plein de gens qui jetaient tous leurs déchets, leurs vieux meubles. Il y avait des pigeons morts partout. Et après,
après, on entrait dans Paris et tout d'un coup, ça devenait quand même un tout petit peu plus propre. Et donc, ouais, c'était. Et puis, je pense que Simon, moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, donc c'est vrai que c'était des choses dont je pouvais avoir l'habitude. En fait, je les remarquais moins. Et c'est vrai que Simon, le fait de débarquer dans Paris, il a été très marqué et très attentif à ces choses-là. Grandi à 80 km d'ici, je crois. J'ai regardé. Ouais. À quoi ça ressemblait pour vous cette enfance et justement, comment est-ce que vous avez travaillé ce contraste avec la ville? Quoi ça ressemblait? Alors, c'est vrai que c'est assez dingue parce que moi, en tant qu'enfant issu d'un milieu rural, j'avais une vision extrêmement exotique, extrêmement violente, extrêmement fausse de la ville et je me rendais pas du tout compte de la violence de mon propre milieu. Qui est un milieu néo-rural, donc de gens qui avaient fait le choix de s'installer, et donc avec quelque chose de très prétentieux dans la vision qu'ils avaient de leur propre existence, environnement et milieu. Et donc c'est vrai que quand je suis arrivé en banlieue, pour vous raconter un petit peu, j'ai été choqué, mais dans le bon sens, par une véritable idée du vivre ensemble qui était absolument inexistante là où j'avais grandi, et en fait des rapports physiques moins violents que ce que j'avais pu connaître dans l'espace rural et le village, avec quand même une très grande présence de la misère sociale et de l'urbanisme aussi. C'est plus l'urbanisme, les dangers de l'urbanisme qui m'ont attrapé, et de comment, avec une non-politique d'urbanité, on crée de la violence, on crée de la misère, et on crée des espaces qui sont dangereux pour la jeunesse, et qui peuvent pousser les destins dans des mauvaises directions. Donc c'est vrai que c'était, comme l'a dit Capucine, moi j'avais un regard extrêmement neuf là-dessus, et donc c'est aussi la découverte de cet environnement qui est passé dans Nino, parce que même si c'est très basé sur nos expériences, c'est un âge qu'on n'a pas vécu à Paris. Voilà, on l'a publié après l'été des Charognes. On était déjà des jeunes artistes au moment où on l'a écrit, et c'est plus basé sur des années qui datent d'avant. Donc on a un peu mélangé nos expériences à l'environnement dans lequel on était et qu'on pouvait observer au quotidien, depuis la fenêtre, depuis la rue. Et c'est vrai qu'on a tous les deux passé beaucoup de temps dans la rue aussi, puisque de fait, quand on est étudiant ou pas, qu'on n'a pas de moyens, qu'on n'a financièrement pas accès à la culture, au théâtre, au cinéma, que sais-je, on passe notre temps dans la rue. Moi, j'ai passé de mes 14 à mes 20 ans, j'ai passé mon temps dehors, avec ce que ça contient de rencontres, de récits fracassés, de tout un tas de choses. Voilà, Dominique a lu un poème hier qui parle d'un jeu que j'avais avec des amis quand on avait 17-18 ans. C'est que pas très loin de la cité où on était, il y avait une grille d'égout, et en fait on l'a soulevée et on disait aux gens de faire attention, et ça nous permettait d'avoir un contact avec eux et d'engager des discussions. Et j'ai passé des soirées, des nuits à faire ça, ce qui était à la fois, je trouve ça absurde au jour d'aujourd'hui, mais voilà, il faut s'occuper, quoi. Et donc c'était un peu ça ma vision des choses, et ce qu'on a essayé aussi de retranscrire, c'est cette inventivité de la débrouille qui est, je pense, commune à toutes celles et ceux qui partagent cet environnement, avec plus ou moins de courage ou de folie. Mais voilà, il y a un do it yourself, quelque chose de cet endroit-là dans la rue que je trouve assez triste et beau à la fois, je dirais, quoi. Alors je suis contente que vous parliez de l'inventivité de la débrouille, puisque dans Nino dans la nuit, à un moment donné, vous faites dire à Nino: quand je passe par Paris, je fais un crochet par les bâtiments de la fac et je visite les toilettes pour ramasser les rouleaux. Je préfère voler mon PQ que travailler à Carrefour pour ensuite leur redonner mon pognon pour acheter de quoi rester le cul propre. C'est vrai. Je suis assez d'accord avec ce qu'on a écrit, ouais. C'est bien. Ça dure. C'est justement, je me disais, est-ce que la jeunesse, c'est pas aussi cette évidence, enfin ce refus de certaines aberrations qu'on finit, enfin le refus des concessions en fait, tout simplement, qu'on finit par accepter par nécessité, par confort, et est-ce que c'est pas ça qui rend ce sujet aussi fascinant comme comme thème d'écriture? Oui, et en même temps, on n'a pas.
Enfin, il y a ce refus, et le problème, c'est que personne n'a la réponse encore, quoi. C'est qu'ils veulent pas, ok, mais qu'est-ce qu'on fait d'autre, quoi. Donc, c'est vrai que... je pense que le refus, il est fabriqué par une image qui est renvoyée. C'est-à-dire qu'on ne refuse pas d'emblée, quand on a 14 ou 15 ans, de s'insérer dans le monde. Je pense si c'est le cas, c'est qu'on comprend d'abord qu'on n'y a pas trop sa place. Et donc, du coup, on se construit aussi une identité sur un refus. Et on se débrouille avec ça et on essaye de garder la tête haute. Mais d'emblée, je pense que personne n'a envie de finir marginal. Enfin, c'est pas une vocation, quoi. Vas-y, je t'en prie. Ils essayent aussi, quoi. On le voit qu'ils font des petits boulots où ils sont très mal payés, très maltraités, et donc on comprend qu'ils n'ont pas envie de ça. Ils essayent aussi de faire des études, ils essayent de s'en sortir par plein de moyens. Enfin, nous, c'est ce qu'on voyait autour de nous, c'est que la plupart de nos amis, enfin tout ce qu'on raconte, c'est vrai, c'est toujours tiré d'une anecdote, de quelque chose qui arrive à quelqu'un qu'on connaît, et la plupart de nos amis sont étudiants, ils essayent de s'insérer, mais en fait, quand on n'a pas de moyens, c'est hyper compliqué. Il y a des études qui demandent quand même... Il y a beaucoup de facultés, de professeurs qui ne sont pas du tout tolérants avec le fait que certains élèves doivent travailler à côté pour financer leurs études. Et donc, oui, il y en a... soit ils volent beaucoup. Nous, c'est vrai qu'on a énormément d'amis. Toutes leurs études, ce qu'il y avait dans leur frigo, c'était volé. Parce que comment ils font autrement, quoi. Donc, c'est vrai que c'est ouais, plein de... C'est une bascule qui se fait petit à petit, puis à un moment donné, on se retrouve dans un espace qui se retrouve coupé du reste, tout simplement, quoi. Je vais reprendre Gérald Bérébi qui vous dit que vous n'aviez rien inventé qu'en 1953, il y avait déjà ça. Et je voudrais en profiter pour faire une transition et revenir vers vous, Zineb. Vous avez un point commun avec Capucine et Simon Johannin, c'est que vous avez aussi écrit un livre à quatre mains avec votre compagnon Mathieu Deslandes, Soir de fête. Dans Soir de fête, vous revenez sur un épisode qui date de 1922 et vous vous intéressez aussi à la jeunesse et aussi à des jeunes femmes pour une histoire de viol collectif lors d'une fête de village. Qu'est-ce que vous avez retrouvé peut-être à travers passer toutes ces générations en 2021? Vous retravaillez sur des jeunes femmes. Quel lien vous établissez entre ces deux sujets? Et aujourd'hui, alors ce livre, le point de départ de ce livre, tout ça démarre pendant des obsèques, hein, comme souvent plein de choses. On apprend pendant des obsèques avec mon compagnon que son grand-père, dont on savait pas très bien qui était son père, on apprend qu'il est issu d'un viol. Donc il y a une grande tante qui est là, qui fait cette grande révélation et qui parle d'un viol collectif après un bal au mois d'août dans un village du Loiret. Et elle a cette phrase qui, moi, va me faire réfléchir pendant plusieurs semaines. Elle dit « On parle beaucoup de consentement en ce moment, parce qu'on était en 2018, donc en pleine affaire Weinstein, MeToo. On parle beaucoup de consentement en ce moment. À l'époque, je peux vous dire qu'elles n'ont pas consenti. » Donc on en a parlé avec Mathieu plusieurs fois, puis on a décidé d'aller la voir et d'essayer de savoir ce qui s'était passé il y a quasiment un siècle. Donc elle nous a raconté ce qu'on lui avait confié, ce qui avait traversé comme ça les générations jusqu'à nous. On était très frustrés parce qu'on imaginait, on avait fantasmé, retrouvé des carnets, des lettres, des choses, rien. Il n'y avait rien, il n'y avait absolument rien. Il y avait juste la mémoire de cette grande tante. Et on a essayé de reconstituer ce soir-là, de retrouver des témoins, de retrouver des descendants, de savoir un peu ce qui s'était passé, comment elles avaient pu vivre ce moment, et d'essayer de faire des ponts, parce que moi, à cette période-là, je travaillais sur MeToo, donc pour le Monde, et je me suis vite rendu compte que ce que j'imaginais était un peu anachronique, que les choses pouvaient être différentes. Mais ce qui a été passionnant, ça a été d'interroger la mémoire des quelques témoins et des descendants de ces femmes-là,
donc qui avait reçu comme ça des bouts d'histoire. Donc on a pu reconstituer un petit peu ce qui s'était passé. Et ce qui a été intéressant aussi, c'est ce que ça a suscité à la fois chez moi et chez les femmes de ma génération qu'on a contactées, donc qui étaient les petites filles, les arrière-petites-filles de ces femmes, de ce bal de 1923. Et on a chacune revisité aussi notre adolescence, notre jeunesse à l'aune de cette notion de consentement. Et c'est assez désagréable à faire, assez salutaire, mais assez désagréable. Donc ça a été intéressant. Ça a été intéressant pour ça. Après, oui, on a beaucoup joué avec notre regard de 2020 sur 1923 dans le livre, en se rendant compte que c'était parfois un peu absurde, mais pas tant que ça non plus. Voilà. Peut-être juste pour retourner aux rues de Barbès, ces jeunes femmes que vous avez suivies, elles sont sujets de nombreuses prédations sexuelles, de violences sexuelles. Puisqu'on est là pour parler de comment raconter, et je parlais des nouveaux aventuriers, peut-être cette manière très romanesque de percevoir ces vies qui sont extrêmement violentes et dangereuses et difficiles, enrober toutes ces agressions, toutes ces violences, est-ce que ça fait partie de leur stratégie de survie, quelque part ? Leur stratégie de survie, c'est le déni. On sait que les filles sont victimes de viol, c'est documenté. En fait, pour ce papier, j'ai rencontré des médecins, des policiers, des avocats, des avocates, etc. Ils apparaissent assez peu dans l'article, parce que dans l'article, j'ai vraiment eu la volonté d'être avec ces enfants, d'être vraiment à l'extérieur. Mais ils ont nourri, tous ces interlocuteurs ont évidemment nourri mes réflexions, mon enquête. On sait que ces filles sont victimes. Il y a des vidéos qui circulent, il y a des certificats médicaux. Ce que j'ai pas dit et qui est extrêmement important, c'est que les garçons comme les filles consomment tous des médicaments à très haute dose, des benzodiazépines, des anxiolytiques et tout un tas de drogues. Donc ils sont quand même dans un état compliqué dans la rue. Ils sont extrêmement vulnérables et ils sont effectivement victimes de toutes sortes de violences, garçons comme filles. C'est quelque chose qui apparaît jamais dans leurs récits. Ils n'en parlent absolument pas. Ou alors, quand les filles en parlent, elles disent « il est arrivé telle chose à ma copine » ou telle autre, mais elles parlent pas d'elle. Ce qui est assez compliqué. Il y a certains médecins, il y a un hôpital à Paris, l'hôpital Robert Debré, qui a développé une expertise. C'est une toute petite équipe et ils font un travail remarquable, puisqu'en 2016, ils ont vu arriver les premiers garçons. Donc c'était une succession d'overdoses. Donc ils en ont vu un, puis deux, puis trois, puis ils se sont dit mais qu'est-ce qui se passe dans Paris ? Bon, il se passe que des mineurs vivent dehors. Donc là, ça fait 5 ans. Et ils ont développé une expertise et une façon de faire avec eux qui fait qu'ils arrivent à recueillir leurs paroles et des confidences, y compris sur les viols et les violences physiques diverses qu'ils subissent. Pour les filles, c'est pareil. Elles sont reçues dans cet hôpital. Il y a une association que la mairie de Paris a chargée de suivre uniquement les filles. Donc il y a des éducatrices, des soignantes qui les recueillent, mais c'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas de plainte déposée. Il y a des vidéos qui circulent. La police est informée, mais il n'y a pas de plainte. On sait vaguement qui sont les agresseurs, mais ça fait partie de leur quotidien. Mais c'est absolument pas quelque chose qu'ils racontent. Il y a aussi un silence total, mais ça, même à Robert Debré, ils n'y arrivent pas. Pour les garçons, c'est la traversée. Il y a un grand silence sur ce qui se passe pendant la traversée entre le Maroc et l'Espagne, et l'Espagne et la France.
Ce qu'on sait, c'est que c'est des gamins qui sont traumatisés très lourdement, garçons comme filles, donc qui nécessitent des prises en charge psy importantes. Donc ça nécessiterait des hospitalisations extrêmement longues. Donc ils tentent un peu de le faire, mais même quand ils sont pris en charge dans des hôpitaux, ils finissent par partir. Soit parce qu'ils sont pris dans des réseaux, donc ils peuvent pas rester à l'hôpital. Certains fuient de salles de réanimation quand même. C'est assez compliqué pour les hospitaliers parce qu'ils tentent des choses et c'est arrivé plusieurs fois que des gamins partent de réa pieds nus en petit pyjama et montent dans une bagnole au coin de la rue de l'hôpital parce qu'ils sont pris dans des réseaux que la police a du mal à démanteler. C'est arrivé là, il y a quelques mois, il y a 2-3 réseaux qui sont tombés à Paris. À Bordeaux, ils ont fait tomber des réseaux aussi qui exploitent ces enfants. Et c'est une exploitation qui est... Enfin, c'est en France, mais c'est aussi en Belgique. Donc tout ça est compliqué à suivre. Et dans leur récit, mais c'est ce qu'on disait sur la fiction, on m'a beaucoup dit après la parution du papier, mais comment est-ce que tu peux être sûr que ce qu'il raconte est vrai? Je ne suis sûre de rien, en fait. Je ne suis pas sûre que ce qu'il me raconte est vrai, mais ce qui est intéressant dans le mensonge ou la façon de raconter leur vie, que ce soit vrai ou faux finalement, et pas important. Le personnage principal du reportage, Anna, donc m'a raconté que sa mère était malade à l'hôpital, que c'était aussi beaucoup pour ça qu'elle était plus chez elle, qu'elle avait un frère, une sœur, qu'elle était très très attachée à son frère, qu'il habitait Montpellier. Et ça, c'était au bout de vraiment plusieurs mois de travail. Quand le papier est paru, une semaine après, je reçois un coup de fil. Et c'était son éducatrice et sa mère qui avaient lu Le Monde et qui l'avaient reconnue et qui la cherchaient. Et donc, j'ai su à ce moment-là que sa mère n'était pas du tout malade et qu'elle était en contact, qu'elle lui envoyait des messages pour lui donner des nouvelles sans se localiser, mais pour lui donner des nouvelles, qu'elle n'avait pas de frère, pas de sœur, qu'elle était fille unique, mais qu'elle avait effectivement un cousin à Montpellier auquel elle était attachée. Donc, c'est des façons de fantasmer un peu une autre vie, mais non, je ne suis sûre enfin, si, il y a des choses évidentes, mais il y a certaines choses, je ne suis pas sûre, non. D'ailleurs, pour comprendre ces mécanismes, je me permets de citer un livre qui va paraître pour cette rentrée littéraire, c'est Les enfants invisibles, qui est une enquête de Gita Sereni, que vous êtes en train de lire, je crois, et qui vous rappelle beaucoup. Oui, qui est là. Ah, voilà. Ça sort fin août, le 27 août, aux éditions Plein Jour. C'est formidable. Gita Sereni, c'est une journaliste britannique. Son livre en France le plus connu, c'est son enquête sur Mary Bell, qui était cette enfant, c'était en Grande-Bretagne, meurtrière, qui avait tué deux enfants en 68. Et les éditions Plein Jour ont eu l'excellente idée de traduire Les enfants invisibles, qui date des années 90. Elle a fait une grande enquête sur des enfants fugueurs en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre. Et c'est un récit passionnant. Moi, en le lisant, je retrouve un peu des enfants de Barbès. Voilà, c'est dans les années 90. Et surtout ces mécanismes de mise en fiction de sa propre vie comme stratégie de survie. Ouais. Je voudrais peut-être qu'on consacre le temps qui nous reste à parler d'écriture et de forme, puisque le thème de cette table ronde, c'est écrire et raconter la jeunesse. Et peut-être vous travaillez, vous, sur une matière, comme on a dit, très immédiate, qui est assez proche de vous. Comment est-ce que vous opérez le filtre entre la réalité et la fiction? Qu'est-ce que vous choisissez de retenir? Quelles images vous happent dans votre vie quotidienne? Comment est-ce que vous passez du réel à la fiction? Est-ce que vous en discutez ensemble? Est-ce que, je ne sais pas, d'un coup vous êtes là et vous vous dites tiens, ça, il faut qu'on le note et qu'on le garde? Est-ce que vous... Voilà, quelles sont vos méthodes de travail pour mettre en fiction votre matière? Je
pense que ça se fait assez naturellement. C'est qu'on vit des expériences et au final, parce qu'on nous demande souvent si, nos méthodes de travail, tout ça, et on a à la fois toujours l'impression de ne pas vraiment travailler, en fait, parce que juste on vit, on essaye de comprendre des choses, même tout ce que tu disais à propos du déni, là, évidemment, c'est hyper flagrant sur des jeunes comme ça, mais en fait, on a tous du mal à voir nos vérités parce que c'est trop dur, en fait, et qu'il y a plein de gens, que ce soit quelqu'un qui a eu juste des parents très, très durs, très, très sévères, il y a des systèmes de violence qui sont transmis, et que c'est comme une maladie qu'on attrape, quelque chose qui est contagieux et qu'on ressort soit envers les autres, soit envers soi-même, mais que ça soit, aujourd'hui on parle beaucoup des violences sexuelles, mais il y a plein de formes de violences qu'on subit, et je sais plus d'où je venais, mais bref, donc ouais, nous en fait on essaye juste de voir les choses en fait et d'en tirer des conclusions et d'amener ça dans notre travail en des fois en faisant comme un patchwork de choses qui ont pu nous arriver à nos amis, et en faisant comme un collage par rapport Je pense qu'on a un rapport assez on arrive aussi à bosser et à produire ce qu'on produit parce qu'on a un rapport assez différent à la matière sur laquelle on se base. C'est-à-dire que moi je vais être complètement dans le déni de la réalité de ce que je mets dans le livre. C'est-à-dire que c'est après coup. Par exemple, pour l'été des charognes, c'était j'avais pas du tout conscience, c'est dans le regard des autres que je me suis rendu compte de ce que je racontais vraiment. Mais pour moi, j'avais l'impression d'écrire un livre qui était drôle et sympa, quoi. Puis après coup, je me suis rendu compte que c'était un peu plus compliqué que ça. Et pour Nino, c'est pareil, j'avais vraiment l'impression d'écrire de la pure fiction. Et c'est après coup que je me suis rendu compte de ce que je mettais comme réalité à l'intérieur, parce que les personnages sont fictionnels, et c'est des essences et des âmes qu'on invente à peu près en tout point, mais c'est vrai que les expériences à travers lesquelles on les fait passer, c'est des expériences qu'on connaît et dont on se sent légitime de parler, parce que, alors c'est pas de l'autofiction, mais les strates dans lesquelles ça se passe, c'est les strates qu'on a traversées nous, et je pense que Capucine, elle arrive avec un regard qui est plus éclairé, global, et peut-être moins dans le déni justement, ou alors avec peut-être une approche plus politique du texte. Moi je vais plus être dans une approche poétique, et c'est le mélange des deux qui fait qu'on arrive à peu près à être satisfait de ce qu'on peut faire ensemble. Je pense que si on était que dans l'un ou que dans l'autre, on passerait à côté en tout cas pour Nino, on serait passé à côté du projet du projet du livre. Donc c'est vraiment le dosage de ces deux de ces deux caractéristiques qui fait qu'on a pu y arriver, quoi. Vous avez écrit à la fois L'été des charognes et Nino dans la nuit à la première personne du singulier, alors que c'est un nous qui écrit. Comment est-ce que vous vous identifiez à ce jeu l'un et l'autre? Est-ce que ça, c'est une première question, et la deuxième question, c'est est-ce que ces livres quelque part vous aident à comprendre ce que vous-même vous vivez? Alors pour la première question, le jeu, c'est le jet naturel, c'est comme ça que c'est venu. Je pense qu'on n'a pas un rapport hyper intellectuel à notre travail, on le pense assez peu, ou en tout cas de manière assez simple avant de s'y mettre, et on ne le surcharge pas de références ou de notes ou de ce qui a pu être fait dans le passé dans la même veine. Il faut toujours se nourrir des livres, mais je vois beaucoup d'écrivains, d'écrivaines de notre génération qui sont plombés par leur bagage culturel et qui ont du mal à trouver une identité dans leur boulot parce qu'ils ont trop conscience de ce qui a été fait avant. L'été des charognes, j'avais très peu lu avant de l'écrire, et Nino, on n'avait pas beaucoup lu en plus, ce qui fait qu'on a pu être dégagé de pas mal de ces choses. En tout cas, on ne va pas chercher à trouver les cousins, quoi. Dans nos lectures, on est beaucoup plus happé par le cinéma d'une manière générale. Et Nino, il y a quelque chose de très cinématographique. Donc le jeu, alors pour moi c'est assez évident parce que c'est des personnages masculins dans lesquels je télescope pas mal de mes choses. Toi, je le sais pas. C'était aussi très nécessaire. Enfin, ce qu'on voulait par ce livre, c'était parce que nous, c'est vrai que cette jeunesse-là, on l'a aussi vécu, que ça a été très difficile, et j'avais envie qu'on suscite l'empathie aussi du lecteur, et donc le jeu, je trouvais qu'il permettait beaucoup ça, et c'est pour ça que le ton de Nino aussi, ça a été vraiment un travail, parce qu'il fallait, il y a bien sûr un message qui est très politique, et en même temps, fallait pas que, bien sûr que je sais qu'il y a plein de gens, ils vont se dire mais quel petit con, pourquoi, en France on a vraiment
vraiment ce truc de la valeur travail. Et donc, si tu voles ou si tu refuses ou si tu t'en sors pas, c'est toujours un peu de ta faute, en fait. Et donc, essayer de faire comprendre et en rentrant vraiment dans la tête de ce personnage et par ce ton qui est quand même très candide, qui est assez naïf et qui est assez doux au final, même si ce qu'il dit, et certains lecteurs vont nous dire que c'est très violent comme livre, c'est très violent parce que oui, leur vie est violente, mais eux, ce sont des gens qui sont au final très doux, qui ont un regard qui est juste lucide sur les choses, et donc la violence, elle vient pas d'eux, mais ouais, je trouvais que le jeu permettait ça. Oui, oui, et puis aussi de comprendre le cheminement et la prise de conscience des erreurs du personnage. Il y a plein de moments donnés où Nino il va faire une expérience, où il se rend compte aussi que c'est lui qui a fait de la merde, mais il va en tirer des conclusions et essayer de changer son comportement. Et puis l'équilibre, il se passe aussi parce qu'il y a une adresse continuelle à l'aller, donc sa copine, le personnage féminin, et donc le procédé littéraire, c'était aussi ça, d'être dans la tête du personnage, mais avec un fil de pensée qui est constamment adressé à l'autre. Mais c'est vrai que là, on évolue sous d'autres formes, puisque les textes qu'on a eu hier, l'un comme l'autre, alors qu'on écrit maintenant séparément, on passe sur des dialogues où on n'est plus dans le jeu, mais on est dans des personnages qui se parlent, alors dans une forme qui n'est pas une forme spécialement orale, hein, qui est une forme littéraire, mais voilà, on essaye d'inventer les formes en fonction des projets qui sont les nôtres et ce qu'on essaye de faire passer à travers, tout simplement, quoi. Et pour ta deuxième question, du coup, si ça nous permet de comprendre un peu... ouais, bah, en fait, moi, ce que je trouve, et c'est comme ce que Simon disait même pour l'été des charognes, c'est qu'au final, c'est le regard des autres aussi, le regard du public, le regard des journalistes, et c'est ça aussi qui est hyper intéressant, c'est de voir comment le livre va être reçu, parce que c'est vrai que Simon, il écrit l'été des charognes, qui, bien sûr, au final, ressemble énormément à son enfance, et c'est par le regard des autres qu'il s'aperçoit qu'il a eu une enfance violente. Et donc, c'est vrai qu'au final, nous, on essaye de comprendre les choses dans notre travail, de mettre ce qu'on a compris, mais c'est vraiment aussi par le regard de ceux qui vont lire. Ça, c'est la surprise, quoi. Ouais, c'est vraiment pas un truc qu'on s'attendait à découvrir. Et donc, c'est des petits cadeaux de la vie, quelque part. Après, on n'écrit pas pour ça, mais c'est vrai que... Et puis aussi dans la confrontation des récits qu'on écrit, avec là où ça va impacter et soulever des choses dans la vie des autres. C'est-à-dire que d'un coup, il y a des prises de conscience qui se font, il y a des déclics, il y a des colères aussi, alors qu'on a l'impression de faire un livre, on n'a pas forcément conscience de tout ce qui peut le traverser et de ce que ça peut générer. Et ça, c'est la manière dont l'autre va aussi s'approprier et y chercher des choses que nous, on n'a pas spécialement déposées à l'intérieur. Mais c'est ça qui est chouette aussi dans le livre, c'est la manière dont il va vivre à travers l'expérience qu'en font les lecteurs et qui ne nous appartiennent pas. Nous, on fait notre boulot et puis ensuite ça passe ailleurs. Et puis ça crée des surprises, quoi. Zineb, l'exercice est très très différent puisqu'on est sur du journalisme mais peut-être on pourrait commencer en parlant de Soir de fête, qui est un texte très introspectif aussi, où à la fois toi et Mathieu, vous posez des questions sur votre propre jeunesse et surtout comment raconter cette jeunesse dont on a parfois peu de traces, dans le cas du bal de Sougy. Comment on peut se mettre à la place de ces jeunes femmes, parler pour elles, peut-être donc déjà pour Soir de fête et ensuite pour la Cité des enfants perdus, où est-ce que vous vous êtes situé, surtout sur un sujet aussi sensible, pour écrire cette histoire qui est en plus extrêmement sujet à beaucoup de stéréotypes et beaucoup de jugements. Quand je pense aux jeunes filles de Barbès. Comment est-ce que vous avez attaqué littéralement cette écriture, abordé? Ça a été, pour les enfants de Barbès, ça a été compliqué. Moi, j'ai jamais été aussi mal à l'aise. Si je suis tout à fait honnête, c'est ça. D'abord parce que pendant tout le temps de l'enquête, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que le consentement d'enfants, d'adolescents complètement défoncés, mineurs dans la rue qui me parlent, mais est-ce qu'ils ont bien compris ce que je faisais? Donc on a beaucoup expliqué, tenté, alors pas tous, certains n'ont pas forcément compris, savent pas ce qu'est Le Monde, un journal. Donc avec certains ça a fonctionné, mais pas avec tous. Donc qu'est-ce que j'ai le droit de raconter, pas le droit de raconter? Sur la photo, la question s'est posée, ça a été clair tout de suite qu'aucun des
des mineurs ne devaient être évidemment identifiés, reconnaissables. D'abord parce qu'un mineur, on a besoin de l'autorisation des parents. Là, autant dire que ce n'était pas possible. Mais que par ailleurs, il fallait les protéger. Il y a la question aussi de ce qu'on... Alors la question du regard, c'est intéressant. La question du regard qui agit comme révélateur. Les filles, quand elles parlent des proxénètes, elles en parlent comme de leurs amoureux. C'est des relations extrêmement ambiguës parce qu'elles sont à la fois exploitées et à la fois, c'est vrai que c'est des personnes qui les protègent d'une certaine façon dans cet espace-là et dans cette société étrange. C'est également le cas pour les garçons qui maintenant ont un pied dans la drogue, vendent de la drogue, etc. Les dealers qui les emploient sont aussi une sorte de protecteurs. Donc ça a été compliqué. Qu'est-ce que j'ai le droit d'écrire? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Est-ce que moi-même, je ne suis pas dans une forme de peut-être pas d'exploitation, c'est un peu fort, mais... Et puis, il y avait ce malaise qui était qu'en partant, notamment le soir, la nuit, quand je sais pas, vers 1h, 2h, et que rester dans la laverie, qu'il restait 1 ou 2 gamines, donc qu'on était en novembre, décembre, janvier, et qu'elles avaient pris des trucs, et donc je savais qu'elles étaient vulnérables. Mais qu'est-ce que... Ça a été compliqué pour ça aussi, l'écriture de cet article. Donc évidemment, j'y suis retournée. Certains l'ont lu ou on leur a lu. Il y en a, ça a mis très en colère une des filles, notamment la prostitution. C'est-à-dire que tout lui convenait, sauf suggérer qu'elle se prostitue. Donc je n'ai pas suggéré qu'elle en particulier se prostituer, mais ça apparaissait. Et ça l'a mise en colère parce qu'elle dit mais c'est pas vrai, on se prostitue pas. C'est-à-dire qu'elle reconnaissait recevoir de l'argent ou de la nourriture ou des vêtements. Mais pour elle, c'était pas ça, la prostitution. Elle trouvait que c'était dégradant, voilà. C'était dégradant pour elle et pour tout le groupe de filles de dire ça. Donc on a discuté longuement, mais ça a été compliqué. C'était important pour nous, pour Hervé Lequeux, qui est photographe, et pour moi, de pas couper, de pas prendre ce qu'on avait à prendre, de publier, puis de disparaître. Donc on est encore en lien avec certaines d'entre eux. Ça reste une enquête un peu particulière parce que ça a vraiment été celle qui a été la plus compliquée à restituer pour ça. Parce qu'on a une responsabilité, évidemment, tout le temps en tant que journaliste, pas uniquement sur ce sujet, dans la façon qu'on a de présenter une situation, de restituer des paroles, une vie. Mais là, c'était particulièrement vrai parce qu'ils sont jeunes, pas écoutés, ils ont le sentiment de pas avoir de voix, mais ce qui est vrai, ils comptent assez peu. Dans la société, ils sont assez peu entendus, compris. Donc dans l'écriture, c'était important pour moi de tenter d'être au plus près. Moi, je travaille en enregistrant les sons, les dialogues, le bruit d'ambiance, donc j'ai passé beaucoup de temps à réécouter. Et c'est en réécoutant comme ça un son que je me suis aperçue que la drogue était vendue à la criée dans la rue. C'est-à-dire que sur le moment, je m'en étais pas rendu compte alors que j'y étais tous les jours et c'était un bruit de fond que j'entendais pas. Et en écoutant l'enregistrement, j'ai entendu distinctement le nom des médicaments. Et j'y suis retournée, effectivement, ils vendaient ça à la criée. Je savais qu'ils vendaient ça à ciel ouvert, mais j'avais pas entendu le nom comme ça du médicament. En tout cas, il y a un signe distinctif pour parler de la jeunesse, c'est sûrement le langage et la manière dont on reconstitue le langage. Donc, Simon et Capucine, on a comparé l'écriture de Nino dans la nuit, on a rapproché de Céline, parfois, souvent, pour cette oralité
qui avance comme ça, qui roule. Et puis Zineb, dans cet article sur la cité des enfants perdus, tu as restitué très fidèlement toutes les traces de dialecte, les expressions, les musiques qu'ils écoutent aussi, qui imprègnent énormément leur langage. Est-ce que, je vais répondre alternativement, mais en quoi est-ce que reconstituer ce langage, c'est quelque part dire et raconter l'adolescence? Et qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on retient de cette langue, qui est une langue dans la langue en fait? Ils sont très créatifs. Ce qui est amusant dans le dialogue entre les filles et les garçons dans ce groupe, c'est que les garçons arrivent en France, ils ne savent pas parler français, ils parlent arabe, donc ils apprennent. Donc ils ont une langue qui est un peu d'arabe, un peu de français, une façon assez mignonne et marrante de ponctuer avec des putains, mais qui sont jamais au bon moment, enfin, mais qui est une façon aussi de s'approprier comme ça la langue. Et les filles font la même chose avec l'arabe. Dans le petit groupe de filles, beaucoup sont d'origine, enfin, ont des parents qui ont des origines proches ou lointaines maghrébines, mais très souvent elles ne parlent pas arabe, et donc elles apprennent à parler arabe avec ces garçons, et elles font exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la maladresse et l'espèce de zèle comme ça, de vouloir très vite... Et ils communiquent comme ça dans cette langue qui est complètement la leur, et avec effectivement ce bruit de fond qui est la musique qu'ils écoutent avec leur portable dans la laverie. Donc c'est du rap, et c'est pareil, c'est plein de mots comme ça que j'ai dû demander certaines définitions, mais pas tout le temps. Mais oui, c'est une langue, il y a une langue qui est la leur, quoi, qui leur est propre. C'était compliqué pour vous de alterner justement entre cette langue et votre écriture à vous, dans l'écriture de cet article particulièrement? Non, parce que je pouvais pas en... Non, parce que d'abord les garçons, moi je parle l'arabe, le dialecte marocain, donc j'ai pu discuter avec eux en arabe, donc j'ai traduit leurs réponses. C'était beaucoup plus simple, parce que j'aurais du mal à restituer ce dialecte marocain matiné dont bon, j'ai écrit. Il y a comme ça des expressions qui reviennent, mais non, j'ai pas essayé de décrire l'article avec leur langue. Elle apparaît dans les citations, mais ça n'a pas contaminé mon écriture, qui devait être la plus à plat possible, parce que la réalité décrite, en réalité, c'est un scandale. C'est-à-dire qu'on parle d'enfants errants dans Paris en 2021, abandonnés, avec un problème de prise en charge manifeste, même s'il y a énormément de bonne volonté de toutes parts. Ça dure depuis 5 ans, et il fallait que je sois le plus juste dans la description, pas non. Voilà, c'est une réalité qui est scandaleuse. Il n'y a pas besoin d'en rajouter, donc d'être le plus à plat possible. Capucine et Simon, votre langue, qui est une musique aussi, comment se fabrique-t-elle, comment se compose-t-elle? Je pense que ça s'est fait, comme disait Simon tout à l'heure, au final on lisait très peu avant de commencer à travailler, donc ce que je remarque là du coup en ayant plus lu ces derniers temps, c'est qu'il y a beaucoup d'écrivains, enfin écrivain c'est vraiment un fantasme, il y a plein de gens, nous on est maintenant dans le monde de la littérature, il y a plein de gens, leur rêve depuis des années c'est d'être écrivain, et donc du coup c'est pas tellement qu'ils ont des choses à dire ou une voix propre, c'est juste qu'ils veulent faire de la littérature, et donc il y a quelque chose qui peut parfois être très froid, où oui, j'essaye de faire des belles phrases, j'ai lu ci, j'ai lu ça, et j'essaie de m'inspirer, de faire un truc à ma façon. Et c'est vrai que dans notre travail, ce qu'on a essayé, et ce qui s'est fait assez naturellement, c'est juste de trouver une voix qui nous était propre. Avec le souci d'employer un vocabulaire, un champ lexical qui est vraiment celui des personnages. C'est-à-dire que comme on est dans la tête, à chaque fois dans ce qu'on a écrit, on est dans la tête des personnages. L'été des Sierra Leone, c'est un petit cutéreux qui parle, qui a, on ne sait pas trop, mais entre 10 et 13 ans. Et donc comment créer une forme, une langue avec ce qui possède du langage, et que ce soit lisible, et si possible avec un peu de poésie. Et donc c'est toujours
et aussi que ce soit accessible aux gens, parce que nous on a souci quand même d'essayer de produire des livres qui mettent pas de côté les gens qui peuvent avoir une certaine fragilité ou un certain complexe à aborder le livre. C'est très important pour tous les deux. Et donc et puis parce qu'aussi c'est un challenge d'écrire sans utiliser ce que le langage peut avoir de complexe et de rester dans une forme qui est simple et de produire quelque chose qui nous convient avec voilà, un vocabulaire qui est propre à celui de l'adolescent, qui n'est pas forcément hyper intello, hyper éduqué, mais aussi de soulever la beauté et la richesse de la langue chez une jeunesse qui manipule les mots à sa manière et qui l'invente au quotidien. Donc c'est vrai que tout ça, c'était des choses qui étaient très importantes pour nous. Et pour Nino, il y a plein de phases. Tu parlais tout à l'heure de la Légion étrangère, c'est aussi pour ça qu'on a décidé de plancher là-dessus et de travailler. C'est parce qu'il y a la Légion étrangère, c'est ça qui est fascinant au niveau du langage, c'est qu'il y a des mecs qui arrivent de 150 pays, qui pètent pas un mot de français, et qui apprennent ensemble une langue qu'ils connaissent pas, en se faisant gueuler dessus. C'est-à-dire que ça se passe comme ça. Et donc, enfin, voilà, quand on regarde des documentaires, quand on rencontre les gens, et c'est un rapport à la langue qui est complètement dingue, quoi. Enfin, en tout cas, en tant qu'écrivain, c'est fascinant. Voilà, je vous invite à regarder à lire Nino dans la nuit. Et aussi à regarder n'importe quel documentaire sur le recrutement de la Légion. C'est vraiment un truc de ouf. Et c'est une spécificité française. Et pareil pour le reste du livre, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce côté, et dans L'été des charognes et dans Nino dans la nuit, qui est aussi très propre à une certaine forme de jeunesse, de s'envoyer des pics et de se chambrer et d'inventer la langue et de trouver une place dans le groupe par sa capacité à tailler l'autre d'une manière qui est plus sympa, plus relevée, plus drôle, plus inventive que le reste. Et donc voilà, je pense que la richesse de la langue et ce qu'on essaie de traduire et de transmuter et de mettre dans le livre, c'est aussi ça, c'est une forme de richesse et d'inventivité du langage par des gens qui sont supposés pas franchement le posséder, alors que pour nous c'est là où ça se passe. Voilà. Ah. On va voir. Tu le tiendras. Merci. Merci.